Non, à notre invité, si vous voulez parler du sujet que nous développons depuis ce matin, l'un des sujets, hein, il y en a eu beaucoup tout au long de la matinée, eh bien vous n'hésitez pas, notre invité va nous parler de ce sujet. Êtes-vous favorable à la création d'un établissement regroupant écoles et collèges? Alors ça ne se fera pas partout si ça se fait, hein, mais dans certaines régions. Nous sommes avec Francette Popinot, qui est secrétaire générale du SNUIP FSU. Bonjour. Bonjour. SNUIPP et FSU, je ne sais pas comment on dit maintenant, parce que c'est compliqué votre truc. Hein. Bon, d'accord. Bon, allez, Francette Popinot, parlons de ce qui pourrait se passer, parce que c'est un amendement dans le cadre du projet de loi défendu par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, un amendement déposé par une députée de La République En Marche, qui propose de créer des établissements publics des savoirs fondamentaux. Ça, c'est le mot savant, mais en fait, il s'agirait dans certaines régions de regrouper écoles élémentaires et collèges. Hein, c'est bien cela, hein. Regroupement. Moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune, mais il y avait bien longtemps. J'étais dans un établissement où il y avait école élémentaire et collège, d'ailleurs. Et ça fonctionnait très bien. Mais vous êtes opposé à cela. C'est-à-dire que la présentation de cette loi pose question, parce que vous l'avez dit, c'est un amendement qui est arrivé donc par voie parlementaire. Oui. Donc cet amendement n'a pas été débattu, n'a pas fait non plus l'objet d'une étude d'impact, ce qui se fait normalement quand il y a un projet de loi, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu quelles sont les implications. Et donc on ne sait pas très bien ce que ça recoupe. Donc vous le dites, il y a déjà des cités éducatives qui existent. Aucun bilan de ces cités éducatives n'a été fait. Donc on ne sait pas si ça marche bien. Vous avez une expérience où ça marchait bien, mais bon, on sait qu'il y a les écoles internationales qui marchent aussi avec. Mais on sait aussi que ça marche aussi ailleurs en Europe. Hein. Voilà, c'est ça. On a aussi des lycées européens qui fonctionnent comme ça. Mais là aussi, les observations sont variables. C'est-à-dire mais c'est pas lycée, c'est collège, école élémentaire. Oui, mais je parle, vous savez, des écoles françaises à l'étranger. Oui. Donc là, il s'agit de regrouper les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges. Oui. Nous, on cherche à savoir quelle est la plus-value pédagogique, parce qu'on voit bien que cette loi, elle n'entre pas par l'angle pédagogique, elle n'entre pas par l'éducatif, elle entre par le gestionnaire, c'est-à-dire c'est l'État et les collectivités qui se mettent ensemble et qui décident de regrouper. Donc ce qui est à craindre, c'est qu'on voit bien l'angle budgétaire, on voit bien les récupérations de postes possibles, mais quel est l'angle pédagogique? En quoi ça apporte une plus-value? Alors, le regroupement ne se ferait qu'à condition d'un consensus local, c'est ce qu'a dit le ministre. Hein. Donc, c'est pas encore complètement acquis, cette affaire. Hein. Non, il y a discussion autour, oui, au sein même du projet de loi, qui est en discussion, d'ailleurs, qui est passé en première lecture à l'Assemblée, qui passe au Sénat et qui doit revenir à l'Assemblée nationale. Hein. Oui, donc, je pense d'ailleurs que les sénateurs seront vigilants, justement, à ce que la communauté éducative participe vraiment de ce projet pédagogique. Parce que là, pour l'instant, on voit bien que c'est une histoire uniquement budgétaire. Mais alors, dans certaines régions, ça a du sens. Dans les régions où les écoles sont de moins en moins nombreuses, ou du moins les classes sont de moins en moins nombreuses, regrouper dans certaines régions rurales ou périurbaines, regrouper des écoles élémentaires et des collèges, ça paraît logique, non? Et même pour les parents, c'est plus pratique. Et pour les enfants, c'est peut-être pas mal aussi. Ça leur permet d'assurer un passage du CM2 en 6e, par exemple, plus facile. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Oui, vous avez raison. Les regroupements, ça vient pas de cette loi. Il y a déjà des regroupements qui se font en milieu rural, qui permettent. Mais il faut des conditions à cela. Par exemple, il faut éviter que les enfants, les petits notamment, fassent des trajets très longs pour se rendre de leur domicile à leur école. On ne peut pas imaginer qu'un enfant de 4 ans passe 45 minutes matin et soir dans un bus pour aller à l'école d'à côté. Donc, ce qui peut paraître intéressant sur le plan artificiel, sur le plan du papier, imaginez dans des villages de montagne. Et puis, on ne peut pas se dire que c'est bien de raccrocher des élèves de maternelle à un collège. On a des différences d'âge là et des différences de maturité qui font qu'on ne peut pas partager la même cour. On imagine donc, que ça ne peut pas se faire partout. Voilà. Mais alors, il faut faire quoi? Il faut le faire dans certains endroits et pas dans d'autres? Oui, c'est ce que je vous disais. D'ailleurs, il y a eu des expériences qui ont été menées. Il serait intéressant de voir qu'est-ce que ça a apporté
apporté. Est-ce qu'effectivement c'était positif? Dans quelles conditions ça l'est? Mais en Allemagne, c'est la règle, pratiquement. Dans beaucoup d'établissements privés aussi, ça fonctionne correctement. En Finlande, où ça marche bien la Finlande, Bien sûr, mais regarde... l'enseignement fondamental dure 9 ans avec les mêmes professeurs. Oui, mais il peut y avoir des expérimentations, mais ça veut dire que mais le pas bâti... une expérimentation en Allemagne et en Finlande, ça fonctionne mais bien. en France, on peut commencer par expérimenter, puis ensuite évaluer. Quand on expérimente, il faut un comité de suivi, il faut regarder ce qui s'y passe, et il faut ensuite évaluer et voir dans quelles conditions ça peut fonctionner. Et notamment, une des conditions, c'est le bâti. Souvent, ces écoles sont à proximité. Là, nous, sur le tissu du territoire, on a des écoles qui sont très éloignées. Donc, il faut regarder tout cela. Moi, je vais vous donner l'exemple d'une commune de 4500 habitants que je connais bien, qui s'appelle Le Vigan dans le Gard. Au Vigan, si on regroupe le collège et l'école élémentaire, c'est un plus pour tout le monde. Et pour les parents notamment. Peut-être que c'est un plus. Là, une des questions qui est posée aussi, c'est la question... Je ne comprends pas pourquoi être toujours contre. Ah non, alors... Non, l'idée, c'est pas d'être contre. Hein. Il y a évidemment des tas de choses avec lesquelles nous sommes d'accord. Si vous voulez, cet objet-là dont vous parlez, l'article 6, sur les établissements des savoirs fondamentaux, il pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses aujourd'hui. On se pose la question du directeur d'école. Y aura-t-il une perte du directeur d'école? Pas du tout. Vous dites pas du tout? Pas du tout, c'est ce qui est contenu dans le texte, puisque le chef d'établissement aura un adjoint qui serait le directeur d'école, par exemple, qui conserverait les missions qui incombent aujourd'hui au directeur d'école primaire. Oui, alors ça, je ne sais pas, c'est pas dans le texte de loi ce que vous dites là. Et Cécile Rilhac, qui est celle qui dépose l'amendement, qui doit quand même savoir de quoi il retourne, elle-même, elle dit, lorsqu'il y aura 10 écoles avec 40 classes, on gardera 4 directeurs. Voilà, mathématiquement, ça veut dire qu'on en... Bon, c'est bien, ça. On garde 4 directeurs, ça veut dire qu'on en supprime 6 quand même. Oui. Donc il y a quand même là une interrogation sur le devenir des directeurs. On a une spécificité française avec un lien de proximité dans les écoles. Nous, on y tient. On tient à ce lien avec les familles, que les familles déplorent justement qu'au collège, dans un établissement regroupé, il n'y aurait pas de proximité. Moi, je ne comprends pas. Eh bien, justement, la question est bien là. C'est est-ce que nous garderons ce lien de proximité? Est-ce que les directeurs seront là? A priori, la députée elle-même dit que l'idée, c'est quand même effectivement qu'il y en ait moins. Donc nous, on craint cette disparition de ce lien de proximité. On craint aussi que les enfants d'âge différents ne puissent pas être au même niveau dans un même établissement. Il faut donc installer des bâtis totalement différents. Enfin, on ne peut pas... C'est pas possible, quoi. Ce n'est si pas je comprends bien, vous dites non. Non, je viens de vous répondre, je dis, il y a eu des expériences de cité éducative, il y a eu des écoles du socle. Quelles sont les évaluations aujourd'hui? Qu'est-ce que ça apporte en termes de réussite scolaire? Parce qu'il ne s'agit pas de se dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça apporte l'exemple finlandais qui est devenu l'un des meilleurs pays du monde dans les classements éducatifs internationaux. Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle ils sont... Je pense qu'il y a d'autres leviers qu'ils ont actionnés. Mais c'en est un. C'en est sans doute un, mais regardons à quelles conditions ça a permis la réussite. L'enseignement fondamental, vous êtes favorable, qui dure 9 ans. Vous êtes favorable ou pas? Mais on peut être favorable à plein de choses. Simplement, il faut regarder à quelles conditions ça apporte des choses sur la réussite des élèves. Nous avons un système des plus inégalitaires. On est loin de la Finlande dans ce domaine. On est un système des plus inégalitaires. Il y a des vraies questions sur les effectifs de classe. Il y a des vraies questions sur les enseignants spécialisés. On a des vraies questions dans l'école et on a une loi plus que le regroupement. Voilà, et on a la question de l'inclusion qui doit être réussie. L'école est un phare dans ce domaine-là. Il faut réussir l'inclusion. Il faut qu'on y soit accompagné. Donc on a beaucoup de questions dans l'école et on a une loi qui n'y répond pas et elle pose de nouvelles questions. C'est ça qui crée le mécontentement. C'est pas simplement les écoles des savoirs fondamentaux. C'est l'ensemble de cette loi qui ne répond pas aux questions urgentes qui sont posées à l'école aujourd'hui et qui pose de nouvelles questions auxquelles on n'a pas de réponse et dont on ne voit pas d'emblée la plus-value. Je dis attention parce que le grand public, moi j'ai vu les réactions ce matin, le grand public réagit en disant les enseignants disent toujours non à toutes les réformes. Alors c'est faux parce que vous avez... C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Moi, je vous donne un exemple très, très simple. Nous avons la loi sur la scolarisation des enfants en situation de handicap qui a maintenant 15 ans et avec laquelle nous avons... Il y a 15 ans, vous étiez d'accord, quoi. Ce n'est pas cela. Mais je veux dire que... non, mais vous êtes contre la réforme du lycée, vous êtes contre cette réforme, vous êtes contre. Ça, c'est un petit peu caricatural, si je peux me permettre. Vous êtes contre la réforme du lycée? Du bac? Alors, déjà, moi, ce n'est pas mon domaine. Je suis dans le
premier degré, donc je laisserai mes camarades répondre sur cette question. Mais non, ce que je veux dire, il ne faut pas être caricatural. Nous ne sommes pas contre. Je pense que nous n'avons pas vu les enseignants dans la rue depuis très longtemps. C'est un système qui se réforme régulièrement et c'est d'ailleurs une des épines dans notre pied. Parce qu'à chaque ministre, nous avons des nouvelles. Heureusement qu'il se réforme. Oui, mais c'est un système éducatif, juste si vous comparez au système finlandais, qui est trop adossé à la politique et qui finalement se réforme au fur et à mesure de l'arrivée des ministres. C'est un système qui joue beaucoup sur le stop and go, ce qui n'apporte pas de sérénité à l'école. Il faudrait avoir un système éducatif délié aux politiques et qui permettent de fonctionner et d'être évalués régulièrement. On n'a pas cela en France et c'est vrai que non, on ne peut pas dire qu'on est contre tout parce que c'est un système qu'on réforme très régulièrement, les programmes changent très souvent et on est au contraire en capacité d'adaptation très souvent. Mais on porte aussi dans les classes le système à bout de bras et il faut l'observer, il faut voir qu'il y a une urgence pour l'école, il faut changer notre système, on y consacre moins d'argent que les autres pays européens d'égale économie par exemple. À l'école primaire. À l'école primaire. Oui, il est 8h22. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir.